Donc, il y a un rapport que je voulais vous présenter qui a été publié par Gemini, donc qui est la plateforme des frères Winklevoss, et qui fait un état des lieux, globalement, du marché crypto sur chaque année. En fait, ils regardent au niveau du taux d'adoption, etc. Puis ils font des enquêtes, d'accord. Et là, ils ont fait une enquête sur pas mal de pays différents. Ils ont fait ça à Singapour, ils ont fait ça en Turquie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, il n'y a pas de crypto. Évidemment, en Chine, il y en a beaucoup qui utilisent la crypto. Mais en fait, ça fait partie des pays sur lesquels on sait que la crypto est très largement utilisée. Et cette année, pardon, ils se sont focalisés sur ces 5 pays différents. Ce qui est intéressant, c'est que là, donc attention aussi par rapport à l'échantillonnage, c'est-à-dire que les informations que vous allez retrouver là, il faut toujours se poser la question par rapport à l'échantillonnage. Là, aujourd'hui, c'est une enquête qui a été faite à chaque fois sur 6 000 adultes. Donc 6 000 adultes, c'est pas vraiment significatif non plus, d'accord. Il faudrait voir comment ils ont sélectionné les adultes, parce que 6 000 adultes aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, à Singapour et en Turquie, oui, ça nous donne une idée à peu près de ce qu'on peut avoir en termes d'échantillonnage, d'accord, mais pour moi, c'est pas assez significatif. Donc, on pourrait avoir des chiffres bien différents si on avait un échantillonnage encore plus élevé. C'est important toujours de regarder les hypothèses de base, mais en tout cas, je trouve que ce qui est ressorti de cette étude, c'est quand même assez intéressant et ça nous permet de voir en fait la dynamique long terme aussi du marché crypto. C'est ce que je vais vous montrer. Avant de rentrer tout de suite sur les graphiques, il y a des trouvailles en fait qu'ils ont mis en avant et des points clés en fait qu'ils ont mis en avant sur le rapport que j'ai trouvé très intéressant. C'est qu'en fait, le manque de régulation et d'avoir un cadre réglementaire qui est strict, vraiment compréhensible et précis pour la majorité des gens, c'est ça qui est une grosse barrière d'entrée pour beaucoup de personnes et peu importe le pays. Mais que ce soit à Singapour, que ce soit en Turquie, que ce soit en France évidemment ou en Europe, parce que ça on est assez, assez vindicatif sur la manière dont nous, on va voir les choses et la manière dont on va réguler un marché. En tout cas, selon l'étude, le cadre réglementaire et avoir un manque de clarté sur le volet réglementaire et juridique, c'est une barrière d'entrée pour beaucoup de nouveaux arrivants dans l'écosystème crypto. La majorité des personnes qui sont déjà dans la crypto ont envie d'allouer une part encore plus importante dans l'univers crypto. Là, ils ont parlé de 5%. Et ça varie en fonction des pays, mais on voit que ceux qui sont déjà en crypto ont envie encore de plus investir. Il y a également aussi un gap important avec le genre. Donc, on voit que, et si on voit en fait sur les chaînes dans l'investissement, moi je vois sur ma chaîne Éternel étudiant, il y a quand même nettement plus d'hommes. Je crois qu'on est à 97% d'hommes et 3% de femmes qui regardent le contenu. En crypto, c'est à peu près pareil. Je crois qu'on a 95% d'hommes et 5% de femmes. Je me suis toujours posé la question de pourquoi en fait on n'a pas autant, enfin on a si peu de femmes en fait qui s'intéressent à la crypto, l'investissement. C'est peut-être parce qu'on considère que l'argent, c'est un truc d'homme. Bon, bref, c'est un débat, ce truc-là. Mais en tout cas, donc il y a une vraie distinguo. Il y a beaucoup plus d'hommes qui s'intéressent à la crypto que de femmes. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus par la suite de femmes qui s'intéresseront à l'univers crypto parce que c'est pour tout le monde, la crypto, évidemment. Par contre, il n'y a pas de différence entre les deux genres par rapport à leur capacité à détenir leur crypto sur le long terme. Les deux ont la même capacité d'un point de vue statistique, de ce qui est remonté au niveau de leur étude, à détenir leur crypto sur le long terme. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé comme étant plutôt intéressant. La grosse augmentation qu'on a eue cette année en fait, et sur les premiers mois de 2024, c'est principalement dû aux inflows des ETF. Et ça a permis à beaucoup de personnes d'avoir un cadre réglementaire et juridique plus cadré en fait, d'avoir plus précis et ça a permis de rassurer beaucoup de personnes parce que quand vous avez des institutions qui ont mis leur tampon validation comme BlackRock, comme Fidelity, etc., en fait, on n'a même plus besoin d'argumenter aux gens en leur disant oui, tu sais, le Bitcoin, c'est pas fait pour blanchir de l'argent, c'est une blockchain transparente. Donc, tu sais que maintenant, les gens, ils font plus ça. Tu as beau leur donner des rapports de chain analysis qui vont leur expliquer que le blanchiment d'argent ou le détournement de fonds sur du Bitcoin, c'est vraiment peanuts. C'est que là où il y a le plus de problèmes de ce genre-là, c'est avec les banques traditionnelles et surtout avec les devises fiat comme l'euro, le dollar, etc. C'est pas ça qui va leur changer leur état d'esprit. Par contre, si demain, et comme ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des grosses institutions financières comme BlackRock, Fidelity, etc., qui décident de changer leur fusil d'épaule et de proposer des produits et d'avoir un cadre réglementaire en disant non, Bitcoin et l'Ether, par exemple, ne sont pas des securities. Et donc, on a le tampon validation. Ça rassure beaucoup de personnes et ça leur permet de se lancer aussi dans la crypto. Donc
Ça, c'est ce qui est expliqué ici. Et également aussi, c'est ce qu'on vous expliquait avec Michael, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la crypto et heu, qui ont compris les fondements de la crypto. Au départ, un président qui voulait se faire élire, il y avait le consensus global qui était contre la crypto, donc il avait un intérêt pour trouver des électeurs, bah, de cracher contre la crypto parce que c'était là où se trouvait l'électorat. Aujourd'hui, ça se renverse quand même énormément parce qu'il y a une plus grosse partie de la population, un peu de partout dans le monde, qui comprend les fondements de la crypto, qui comprend l'intérêt. Il y a des entreprises qui se développent aussi énormément. Il y a une création de richesse et de valeur aussi et des entreprises qui se développent et surtout beaucoup d'électeurs qui investissent dans ce secteur-là. Donc, il y a une partie d'électorat à aller chercher et qui deviennent significatifs. Donc, il y a un intérêt aussi de la part des candidats aux élections présidentielles de faire attention à ce qu'ils disent et d'aller vraiment dans le sens aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans la crypto, ce qu'on a pu voir en fait avec Trump, hein, quand il est allé à Surfing Bitcoin et qu'il a parlé devant les bitcoiners, quand il a expliqué qu'il était pour le self-custody, qu'il allait virer Gary Gensler, qu'il allait libérer Russ Ulbricht, d'accord. Attention, il avait dit la même chose lors de ses précédentes élections, il n'a pas libéré Russ Ulbricht. Et bref, en fait, ils savent les points clés pour parler aux électeurs aujourd'hui, Bitcoin, même crypto de manière générale, pour aller retirer des votes et pour se faire élire. Après, ça reste de la politique et ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont tenir parole. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement de mentalité, que ce soit au niveau des institutionnels. Il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup de banques, Larry Finch, il y avait également aussi le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, qui crachait sur le Bitcoin et aujourd'hui, bah, ils proposent des produits pour le Bitcoin. On voit que certains gouvernements, maintenant aussi, commencent à changer leur fusil d'épaule avec une réglementation plus claire et plus favorable vis-à-vis de la crypto et également aussi d'un point de vue politique avec les élections. Et ça, pour moi, ça a un rôle très positif sur l'adoption globale du marché. Quelques informations intéressantes au niveau des infographies que je voulais vous présenter dans ce rapport qui vous montrent un petit peu aussi l'évolution sur les différents pays qui sont représentés. Donc États-Unis, Royaume-Uni, France et Singapour. Vous avez différentes couleurs. Donc vous voyez ici en orange, jaune, vous avez les détenteurs de crypto. Je ne sais pas ce que c'est cette couleur, je sais pas, en orange un peu plus foncé, on a les anciens détenteurs de crypto et en bleu, on a les non détenteurs de crypto. Ce qu'on remarque, c'est que les détenteurs de crypto augmentent, d'accord. Il y a qu'au Royaume-Uni où ça n'a pas vraiment augmenté, parce qu'en France ça a augmenté, et là entre 2022 et 2024 à Singapour, là ça a un petit peu baissé, mais ça peut être dû aussi au bear market. Les anciens détenteurs, on voit que là, ils ont augmenté en fait de partout. Et en fait, pour moi, c'est dû aussi principalement. Donc, c'est des personnes en fait qui avaient de la crypto et qui aujourd'hui ne sont plus détentrices de crypto. Peut-être parce que justement, bah, en 2022, on avait l'espérance de gagner de l'argent. On sort peut-être du cycle de 2021 et on pense que le cycle va encore perdurer. Et en fait, bah, l'histoire nous a montré qu'on était clairement en bear market. Et donc, il y en a beaucoup qui ont vendu à perte. Donc, en fait, toutes ces personnes-là, si on a une augmentation ici, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont vendu à perte. Mais c'est des gens, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui auront plus de chances et de probabilité de revenir lorsque le marché aura dépassé ses précédents plus hauts. Parce que c'est des gens qui connaissent la crypto, qui ont été à un moment donné, qui a priori sont rentrés dans des moments pas trop opportuns parce qu'ils ont vendu à perte et qui auront donc du coup plus de chances et de probabilité de revenir quand la crypto fera de nouveau du bruit. Et donc, ils vont de nouveau peut-être répéter cette nouvelle erreur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même plus de personnes qui sont détentrices de crypto et qui s'y intéressent, mais on a quand même une part significative dans chacun des pays de personnes qui ne sont pas encore détentrices de crypto. Peut-être que parmi ces 70% en France, il y a des personnes qui sont contre la crypto, qui veulent pas y investir. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une partie de ces personnes-là qui commencent à rentrer dans la crypto. Et à chaque cycle, on a une nouvelle vague de nouvelles personnes qui arrivent. Et peut-être que dans le lot, il y a déjà des gens qui veulent aller dans la crypto, mais qui ne savent pas comment faire. Et ça vous permet d'avoir une vision claire et de vous rendre compte aussi du potentiel d'augmentation qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays, hein, la majorité des personnes que vous voyez, regardez, aux États-Unis, il y a 21% de personnes, des personnes interrogées, encore une fois, attention, qui détiennent de la crypto. Il y en a quand même 65% en 2024 qui n'en détiennent pas. Donc ça reste quand même un marché qui est super ouvert, tu vois, avec d'autres marchés qui n'ont pas non plus été étudiés, hein, que ce soit la Chine et l'Afrique et tout, ou sur lesquels on a aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées par la crypto. Là, pareil, une autre infographie que j'ai trouvée intéressante, c'est les raisons pour lesquelles les gens vendent leur crypto. Et en général, on se rend compte que la majorité des gens
qui vendent, c'est parce qu'il y a une volatilité en fait super importante ou parce qu'il y a eu des pertes importantes. C'est ce qui est expliqué ici. La volatilité et des pertes sur les investissements sont les principales raisons qui poussent les gens en fait à vendre leur crypto-monnaie. Et ce qu'on a vu, c'est que là, il y a 35% des personnes aux États-Unis qui ont vendu leur crypto parce qu'ils ont perdu de l'argent. En France, c'était 26%, comme le Royaume-Uni. Et en, à Singapour, c'était 30%. Mais il y en a qui ont vendu, là, au Royaume-Uni, il y en a 42% qui avaient vendu, mais il y a déjà plus d'un an, en fait, et qui ne font peut-être plus partie des personnes qui ont des cryptos. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, et en fait, ils se situent en fait dans cette catégorie-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça vous montre en fait que si vous maîtrisez pas ce que vous faites, si vous attendez pas à la volatilité, si vous achetez dans des périodes où il y a des bougies vertes et de l'euphorie, vous avez beaucoup plus de chances de vous subir cette volatilité parce que de toute façon, vous allez être testé. Et quand cette volatilité arrive, vous allez vendre au pire moment et par la suite, vous allez soit être dégoûté, soit après, quand le marché revient, de racheter peut-être dans des niveaux et des conformations de prix qui sont plus du tout intéressantes pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Acheter les bougies rouges, acheter les périodes de capitulation sur des projets qui sont fondamentalement solides, qui tiennent la route et sur lesquels vous avez une vision long terme. Et après, être conservateur sur vos prises de position, sortir en palier, faire en sorte de récupérer le plus rapidement possible votre somme initiale avec des bénéfices. Et après, pourquoi pas garder un moonbag si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous souhaitez faire. Mais la crypto, c'est un accélérateur financier. Ça a pour objectif de vous permettre d'aller peut-être après vous diversifier, investir sur l'immobilier, la bourse pour avoir des vrais piliers d'investissement sur lesquels vous allez pouvoir reposer votre indépendance et votre liberté financière. Mais attention, attention, attention de ne pas faire n'importe quoi et de penser que la crypto, c'est un moyen de devenir riche rapidement en achetant n'importe comment et en faisant n'importe quoi parce que voilà, les chiffres montrent quand même que la majorité des gens font n'importe quoi et perdent de l'argent. Après, une autre infographie que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est la probabilité des anciens détenteurs de crypto d'acheter de la crypto la prochaine année, donc la prochaine année où on est censé avoir une reprise de bull run et des performances intéressantes sur les marchés financiers. Aux États-Unis, on en a 30%. Donc là, on est en train d'étudier, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est en train d'étudier les personnes ici, hein, les anciens détenteurs de crypto qui sont sortis à perte et quelle est la probabilité de ces personnes-là de revenir sur le marché lors de la prochaine année, et donc sans doute lorsqu'on aurait une belle tendance haussière qui se dessinerait sur le marché crypto. 30% likely, donc 30% des personnes où il y aurait une probabilité importante de revenir. Somewhat likely, donc la plupart des gens sont indécis, mais pour moi, toutes ces personnes-là qui disent qu'ils sont ouais, je sais pas trop, en fait, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Quand le marché sera à la hausse et quand tout le monde parlera de crypto, il y en aura une grande partie de ces personnes-là qui reviendront dans tous les cas. Et après, not likely, c'est des gens qui en fait se sont fait rincer, qui n'ont pas envie de re-rentrer sur le marché crypto. Mais ça, pareil, a priori, il y aura une partie de ces personnes-là qui reviendront parce que en fait, quand tout le monde parle de crypto, quand vous avez des gens autour de vous qui gagnent de l'argent rapidement, des gens que vous avez connus, quand tout le monde en parle, vous avez le FOMO qui arrive et vous avez envie de revenir, même si vous avez perdu de l'argent avant. Et même si vous savez au fond de vous que ce n'est pas le meilleur moment pour investir, parce que l'être humain, il est comme ça, on a tous des biais cognitifs. Mais en tout cas, c'est important de se rendre compte que même ceux qui sont sortis du marché auront plus tendance à revenir sur le cycle là, qui arrive et dans les mois qui arriveront. Autre news que j'ai trouvé aussi intéressante, c'est la plupart aujourd'hui des détenteurs de crypto achètent pour le potentiel long terme. Et ça, on voit qu'il y a une vraie dynamique qui arrive. Et après, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'intérêt d'investir sur le long terme. Ils se disent, OK, j'ai compris qu'il ne faut pas faire du trading court terme, du scalping, il ne faut pas faire du trading à effet de levier encore plus sur Bybit et tout ce qu'on vous voyez de partout sur Internet, parce que c'est comme ça que vous perdez de l'argent, surtout en tant que particulier. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de débutants aussi qui comprennent l'intérêt d'investir sur le long terme, mais qui malheureusement se perdent dans le bruit ambiant et en fait vont regarder des graphiques journaliers, voire même des fois à l'heure près, alors qu'ils se disent d'investir sur le Bitcoin ou sur l'Ether, par exemple, sur les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc, il y a un shift en fait à faire entre ce qu'on pense faire et les actions qu'on va mettre en place. Parce que ce n'est pas parce que vous vous dites que vous investissez sur le long terme que les actions que vous allez mettre en place vont refléter vos objectifs, justement. C'est super important. Donc là, cette infographie montre comment les détenteurs utilisent aujourd'hui la crypto. Donc, la grosse majorité, c'est du buy and hold pour la croissance long terme. Il y en a beaucoup aussi qui achètent et qui vendent pour un profit court terme. Pour acheter un profit, par exemple, sur du court terme, ça peut être sur une tendance, là où même sur un cycle hein, aussi, hein, ça joue. Et puis là, juste pour pouvoir se protéger contre l'inflation, on voit aussi arriver ça
avec le Bitcoin. On parle d'or 2.0, d'or digital, un nouveau moyen pour se protéger son pouvoir d'achat, protéger sa euh, protéger sa capacité à préserver encore une fois son pouvoir d'achat à travers l'espace et le temps. On en a beaucoup parlé avec Théo sur des lives précédents. Et donc aussi, vous pouvez faire partie en fait de ces trois catégories en même temps, hein. D'ailleurs, si vous faites la somme, hein, ça fait pas 100%, ça fait plus que 100%. Donc il y a forcément un recroisement. Il y a des personnes qui se disent, bah voilà, moi j'achète pour du long terme. Je veux également aussi faire du profit sur un cycle, par exemple, et je l'utilise aussi pour me protéger contre l'inflation et pour préserver mon pouvoir d'achat. Et moi, typiquement, je fais un peu partie de ces trois catégories, avec une grosse majorité là-dessus. Mais voilà, on peut avoir des profils qui se situent pas uniquement sur du buy and hold et j'investis sur 20 ans. D'ailleurs, c'est peut-être même pas forcément la bonne démarche parce qu'en crypto, avoir une vision sur 20 ans alors qu'on est sur un écosystème qui a à peine 16 ans, c'est quand même relativement compliqué. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a la majorité des personnes qui ont une vision long terme et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et là aussi, un autre graphique que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la confiance qu'ont les gens en fonction des pays, des différents scénarios qui sont proposés. C'est-à-dire que des personnes qui détiennent de la crypto ou des anciens détenteurs de crypto, qu'est-ce qu'ils pensent de ces différents scénarios aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, etc. Le premier scénario, par exemple, si j'essaye de zoomer un petit peu plus, c'est le prix du Bitcoin et de l'Ether vont continuer d'augmenter sur les 5 prochaines années. D'accord? Par rapport à ce scénario, il y a 64% des détenteurs de crypto aux États-Unis, des personnes interrogées qui pensent que ce sera positif et qu'on va avoir une augmentation et des performances intéressantes sur le Bitcoin et sur l'Ether sur les prochaines années. Et même sur les anciens détenteurs de crypto, il y en a 40% d'entre eux quand même qui sont convaincus qu'on va avoir des belles performances sur le Bitcoin et sur l'Ether. Au Royaume-Uni, c'est 56% contre 33% pour les anciens détenteurs. En France, on est quand même très convaincus. Nous, on a 70% des personnes qui détiennent de la crypto qui pensent que le Bitcoin et l'Ether vont avoir de belles performances, contre 32% pour les anciens qui détenaient de la crypto. Et à Singapour, pareil. Mais on voit quand même que si vous regardez les différents scénarios qui sont présentés, c'est quand même des scénarios très bullish. Sur la prochaine décennie, il y a combien de compagnies, il y a beaucoup d'entreprises qui vont accepter le Bitcoin, l'Ether et les stablecoins comme des prochaines formes de paiement. Est-ce qu'il y a des raisons de ne pas être confiant à propos de l'avenir et du futur de la crypto et est-ce que finalement on est sorti du bear market? En fait, vous voyez que c'est que des scénarios bullish et vous voyez quand même que la majorité des gens, peu importe le pays étudié et peu importe qu'ils soient détenteurs de crypto ou pas, ou plus détenteurs de crypto, ils sont quand même plutôt dans une probabilité importante et significative euh, d'avoir une continuation de la tendance comme ça sur le long terme. Et c'est important aussi de se rendre compte et de voir aussi qu'il y a aussi un biais qu'on peut avoir. Forcément, quand on est un détenteur de crypto ou même quand on est un ancien détenteur de crypto, on a envie de se convaincre aussi que la crypto sera là dans les prochaines années. Moi, c'est ce que je crois et Mickaël aussi, et Théo aussi. C'est pour ça qu'on fait autant de contenu sur YouTube. Est-ce que ça veut dire qu'on aura raison? On verra ce que l'avenir nous dira. Pour moi, ce n'est pas une question de savoir si la crypto fera partie de nos vies dans les prochaines années. J'en suis convaincu. Mais est-ce que j'ai raison? Et est-ce que ça sera de la manière dont je le conçois? On verra. On verra comment ça va se passer. Mais il y a un biais aussi. On a tendance à avoir le côté positif des choses et d'être conforté dans notre position et de dire mais oui, c'est sûr que ça va se passer comme ça. Et forcément, je suis bullish parce que j'ai acheté de la crypto ou j'en ai acheté. Si on avait essayé d'avoir ceux qui ne détiennent pas de la crypto et d'avoir ce que je vous ai montré au début ici, hein, les personnes qu'on retrouve ici, en fait, qui représentent la majorité de la population, hein. La plupart des gens, en fait, qui ne détiennent pas de la crypto, quelle vision globale ils ont du marché crypto? Ça aurait été intéressant. Et peut-être que là, on aurait eu peut-être 10% des gens qui pensent que on serait plutôt bullish, en fait. Et du coup, eux, pareil, ils ont un biais cognitif plutôt négatif parce qu'ils n'ont pas investi. Vous voyez? Donc ça, je trouve ça assez intéressant et ça permet d'avoir vraiment des chiffres concrets sur ce qui se passe en arrière-plan. Après, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail sur tout le rapport, hein, je vous laisserai jeter un coup d'œil. Là, je vais prendre quelques questions, mais de voir comment les crypto-monnaies ont été achetées, par exemple, aux États-Unis. Il y en a quand même une partie qui ont été achetées via les ETF ou directement par un wallet personnel, donc de créer un compte sur Binance, sur Kraken, le self-custody, ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, ça représente quand même une majorité de ce qu'on a en crypto, hein. Si on prend en plus les deux, là, ici, le fait qu'il y en ait certains qui ont fait à la fois les ETF et à la fois le self-custody, bon, ça représente presque 60 c'est 76% presque 76% des personnes qu'on retrouve en crypto et qui détiennent aujourd'hui de la crypto, quoi. Donc les ETF, ça a été une porte d'entrée, mais la majorité des gens aujourd'hui
sont dans le fondement qu'on vous explique depuis le départ. Donc vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur ce rapport. Moi, je me rends compte, en fait, en lisant ce genre de rapport qui sort chaque année, qu'on est clairement sur une tendance très positive, globalement, parce que la plupart des gens ont quand même une vision positive et claire du marché crypto, que ceux qui sont sortis du marché ont plus tendance à revenir, qu'il y a de moins en moins de personnes qui ne sont pas détentrices de crypto. Il y en a quand même une part significative, mais on voit que ça baisse quand même d'année en année. Il faudrait regarder sur 2021, sur pareil 2020, 2019, 2018, 2017, etc., etc. Mais on voit qu'on est quand même sur une dynamique positive et que la majorité en fait des gens aujourd'hui ne connaissent pas vraiment la crypto, seront influencés par les news et reviendront et s'intéresseront de nouveau à la crypto. On aura une vague de nouvelles personnes qui arriveront à partir du moment où le marché va reprendre sa tendance haussière, surtout quand le Bitcoin aura dépassé son précédent plus haut. Pire, quand on sera en pleine alt season et quand l'Ether aussi aura commencé à reprendre des couleurs. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et avant de reprendre des questions, il y avait un graphique que je voulais vous présenter aussi pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur où est-ce qu'on se situe potentiellement aujourd'hui et ce qu'on a connu historiquement parlant. Là, c'est une analyse on-chain qui avait été faite par CryptoQuant, un outil d'analyse on-chain que je vous ai évoqué tout à l'heure et qui vous montre en fait le délai des précédents bear market qu'on avait connus. Donc, le bear market de 2015-2016, celui de 2019, celui du Covid, mais en fait, ça, on ne le compte pas vraiment pour un bear market, et celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez que le dernier qu'on avait eu en 2015-2016, c'était une période de latéralisation et un bear market qui a duré 386 jours. Celui de 2018-2019, c'était 204 jours. Et là, on était clairement sur un bear market de 490 jours. Donc, on a été sur le bear market le plus long de toute l'histoire du Bitcoin et on a eu une croissance sur 2024, la plus importante et la plus significative à court terme de toute l'histoire du Bitcoin. Pareil, forcément, cette augmentation court terme a eu un impact sur une latéralisation plus longue que ce qu'on a connu sur une période de post-halving. D'accord. On a d'habitude, sur les cycles précédents, vous pouvez regarder, on était déjà sur une reprise de la tendance haussière. Mais vous voyez, en fait, les cycles, ils se ressemblent à peu près, mais il y a quand même certaines différences avec des fois des projets qui vont pumper un petit peu plus tôt, comme là pour le cas du Bitcoin, parce qu'on a eu le lancement des ETF avec une latéralisation plus longue. Peut-être que là, ce cycle sera un peu plus court que les cycles précédents, avec le pivot, avec peut-être les élections américaines qui seront un catalyseur. Plutôt bullish, ce que je pense, mais à savoir, on verra ce qui peut se passer. Donc, déjà, tous ceux qui ont profité de cette période-là pendant un bear market qui n'a jamais été aussi long depuis toute l'histoire du Bitcoin et qui sont encore là aujourd'hui et qui ont profité de cette période-là pour acheter, pour renforcer leur position, pour se former, etc. Franchement, vous faites partie d'une minorité de personnes et vous êtes très, très bien placé pour la reprise de la tendance haussière au vu des chiffres que je vous ai donnés. Mais voilà, c'est pas gagné parce qu'il va falloir maintenant sortir avec des plus-values. On continuera de vous accompagner comme ce qu'on fait avec Mickaël, mais attention, voilà, ne soyez pas trop gourmand. Si vous êtes assis déjà même aujourd'hui sur des plus-values importantes, prenez de l'argent, prenez des bénéfices. Vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Là où on voit chaque cycle, c'est des personnes qui avaient des plus-values latentes, qui n'ont pas pris de bénéfices et qui repartent la queue entre les jambes pour les cycles qui suivent avec des projets sur lesquels ils s'attachent comme une équipe avec leur maillot de foot. Voilà, ça ne fonctionne pas. Le Diamond Hand, ça ne fonctionne pas. L'objectif, c'est de sortir avec de l'argent, de gagner de l'argent. On n'est pas là pour défendre une équipe ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, aujourd'hui, je voulais quand même vous montrer ça parce qu'on a l'impression que les cycles, c'est de 4 ans et tout, mais il y a des fois, voilà, des périodes de bear market ou de latéralisation qui sont un peu plus longues. Et c'est justement dans des périodes comme ça où on a tendance, en fait, à capituler, à avoir certains projets qui augmentent alors qu'en fait, c'est pas leur moment de pumper, comme j'en ai parlé avec des coins de cycle 2 sur des anciens schémas narratifs comme des layers 2 et tout. En général, ça vient beaucoup plus tard. Mais voilà, tout ça, ça va vous permettre de prendre du recul et j'espère que cette présentation vous aura plu.